faire une étape entre le premier panel et le deuxième. Donc une première, comment le digital peut soutenir le mobile banking? Quels sont les moyens de paiement proposés par Jumia au Nigeria? Et une troisième, si l'Afrique est compatible avec le digital, ne pensez-vous pas qu'elle occupe encore un rôle de suiveur? Donc on en aura d'autres ensuite à la fin du deuxième panel. Alors, qui veut répondre? Comme on a dit, M-Pesa en fait pris le pas sur tout le monde entier. M-Pesa est devenu un case study dans toutes les universités qui font du MBA. Et ça, tout simplement parce qu'on n'a jamais pensé qu'à partir d'un simple mobile, on pourrait avoir, je dirais, un compte bancaire. Mais comment tout cela a commencé? Ça a commencé tout simplement par le fait qu'à partir de mon mobile, à partir de mon SMS, à partir de mon USSD, je pouvais transférer des unités à ma famille. Je suis père de famille, j'ai ma fille ou mon fils qui a besoin d'unités sur son cellulaire, je lui transfère. C'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, en Afrique, 95% des personnes sont des abonnés prépayés. Ils n'ont pas d'abonnement du tout. Donc, j'achète une carte des prépayés, je la gratte, je fais entrer mon code dans mon cellulaire pour pouvoir ensuite communiquer. C'est tout gagnant-gagnant pour les opérateurs. Mais comment faire bénéficier cela à des personnes que je connais? Des personnes qui sont par exemple au village. Je prends le cas de ma mère, je suis à Abidjan, elle a besoin de communiquer, elle n'a qu'à me biper. Vous savez ce que c'est biper? Biper, c'est simplement faire un appel et dès que j'entends la sonnerie, je la coupe. Voilà. Donc c'est le flash, c'est le bip. Et en faisant ça, je sais tout de suite que ma mère a besoin de me parler. Mais pour ne pas qu'elle continue de me biper, je lui envoie des unités. Je lui transfère certaines de mes unités sur son portable directement. Je peux même acheter des cartes physiques. Et bizarrement, je suis arrivé au Maroc, je n'ai pas trouvé une seule carte physique. Alors que dans les pays d'Afrique, on a toujours ça. Et c'est comme ça que ça a commencé tout simplement, le mobile banking. Si je peux transférer des unités, mais peut-être que je peux aussi transférer de l'argent. Mes unités peuvent être converties en argent, ainsi de suite. Et pour votre information, quand j'étais à Barcelone la dernière fois, il y a une application aujourd'hui, je dirais une entreprise avec Orange qui sont en train de développer une application pour la diaspora. Imaginez-vous, vous êtes musulman, vous êtes en France, vous devez acheter le mouton de la Tabaski pour votre mère qui se trouve au village. Vous allez sur Internet, vous cliquez sur le mouton que vous voulez. Ce mouton lui est délivré à la maison. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Pour moi, c'est ça le mobile banking. Merci beaucoup Mohamed Dembélé. L'entreprise gagne en brand awareness, que la confiance se crée, mais cash à la livraison, ça fait encore partie des moyens de paiement qui au Nigeria sont très développés. Au Kenya, en revanche, on voit des changements de système de paiement avec cette explosion du mobile banking qui fait fureur là-bas. Merci beaucoup, Bastien. Alors, la troisième question. La troisième question, je veux bien y répondre. Effectivement, l'Afrique compatible digital, oui, mais est-ce qu'on n'est pas un peu suiveur? Mais non, on vient de démontrer le contraire. Quelque part, M-Pesa, c'est en Afrique, c'est pas en Europe, que je sache. Et il y a bien d'autres exemples encore. Donc, quitte à suivre, bon, on peut être un peu suiveur sur certaines choses, mais il y a de l'innovation aussi en Afrique, y compris sur le digital. Hein. J'ai peut-être rajouté juste une petite chose là-dessus. Il faut que ça reste entre nous. C'est la seule. Ça vous parle? Quand on est d'Abidjan, on ne peut connaître que des brouteurs. Ça parle à quelqu'un, en tous les cas. Donc, a priori, les brouteurs, écoutez, ce sont des gens, c'est un peu le dark web, on va dire, de gens qui séduisent des mamies à Paris ou je ne sais où en Occident, et qui arrivent à se faire financer des voitures, des vacances, de l'argent,
Donc c'est un côté, il est évident que ça reste entre nous. Mais c'est juste pour vous dire que les Africains sont capables de prendre un outil et de l'utiliser comme ils l'entendent. D'accord? Donc, il y a d'autres très bons exemples et restons sur M-Pesa, c'est plus politiquement correct. Mais j'aimerais donner un exemple rapidement. Là, particulièrement, le président de la République a décidé que chaque enfant dans une école primaire devait avoir un portable. Pas un portable, mais plutôt un laptop. One laptop per child. Une tablette. Mais cette tablette, qu'est-ce que c'est? C'est une tablette qui lui permet de voir son cours directement sur la tablette. Donc nous ne sommes pas suiveurs du tout. Aujourd'hui, je pense qu'il y a bon nombre de Français ici. Vous les Français, est-ce que... J'aimerais peut-être le montrer et conduire. Oui, il est tout vieux, il est... Le permis de conduire. Voilà. Donc nous sommes... Voilà, voici le permis de conduire. Tout le monde le voit. Et vous prenez la carte, le permis de conduire du Maroc, c'est complètement différent. C'est digitalisé. Voilà, en plus. Oui. Bravo. Ah, c'est le nouveau, d'accord. Très bien. Donc vous nous suivez maintenant. Vous les suiveurs. Très bien. Autre chose. Voilà. Quand nous sommes dans les pays européens, pour avoir ce qu'on appelle le visa électronique, l'un des pays qui l'a commencé, c'est le Rwanda. Il y a 5 ans, je partais au Rwanda. Il fallait simplement que je fasse mon inscription online. C'est le cas pour la Côte d'Ivoire voilà. aussi aujourd'hui et pour d'autres pays africains. Donc nous ne sommes pas suiveurs du tout. C'est vrai, nous avons été suiveurs pendant longtemps, mais grâce à la digitalisation, nous commençons à prendre le pas par rapport au reste du monde. Alors, merci beaucoup Mohamed Dembélé, merci Salima, merci Bastien et merci à Chabs. Alors, nous allons passer au deuxième panel. Et tout ce que nous avons dit montre bien que la digitalisation est en train de révolutionner le monde. Et naturellement, pour les entreprises comme pour les personnes, les conséquences sont les mêmes puisque les entreprises sont des personnes morales et les individus sont des personnes physiques. Et l'un des points sur lesquels la digitalisation a véritablement révolutionné les choses, c'est au niveau de la gestion. Elle a littéralement apporté une nouvelle donne dans la gestion de la réputation. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Emmanuel Hervé, donc, qui dirige une structure de gestion de crise qui s'appelle Astrolab, installée à Paris et depuis très longtemps en Afrique, avec une avocate qui s'appelle Anne Cousin, qui est spécialiste du droit numérique. Et ensemble, elles vont nous démontrer comment cette question de la réputation peut être gérée. Je dis bien peut être gérée. Nous allons donc faire les changements. Dans le détail, en quoi la digitalisation a véritablement révolutionné la donne dans la gestion de la réputation. Merci beaucoup Malik. Oui, bah écoutez, on va essayer d'en parler à travers d'abord un certain nombre d'exemples concrets pour vous expliquer un petit peu quels sont les risques réputationnels liés à cette digitalisation. Alors c'est pas seulement en Afrique, mais effectivement il y a eu déjà beaucoup d'exemples en Afrique. Et du coup, en parallèle, nous essayerons de répondre aux mesures, en tout cas juridiques, qui sont possibles. Alors bien sûr, pour se prémunir de ces risques réputationnels, il y a un certain nombre de mesures de prévention, de choses à établir en temps de paix. On va voir un petit peu quelles sont les possibilités. Mais si jamais vous êtes amené à voir votre réputation tachée sur Internet, sachez qu'il y a aussi une réponse juridique et c'est pour ça que nous faisons cette présentation en tandem. Voilà. Alors, pour commencer, il y a quelques slides, hein, je suis absolument désolée, mais elles ne sont pas très... voilà, il n'y a pas beaucoup de mots dessus. Alors, pour expliquer la situation, pour expliquer justement qu'est-ce que c'est cette nouvelle donne.
Ce qui se passe un petit peu dans tous les pays d'Europe et de façon assez globale, c'est ce qu'on appelle la crise de la confiance. Les grandes agences de communication comme Edelman ou Burson Marsteller sortent tous les ans un indice de la confiance. Et cet indice se casse la figure en fait. Les institutions, les gouvernements, les hommes politiques, les grandes entreprises, quand elles prennent la parole, aujourd'hui on est en dessous de 1 personne sur 4 qui leur font confiance. Donc vous, en tant qu'industriel, en tant que personne qui dirigeait des entreprises et des grandes entreprises, j'ai envie de dire plus elles sont grandes, plus c'est le cas, votre prise de parole vers le grand public n'est pas considérée comme crédible. Donc il y a cette crise de confiance. Et du coup, cette crise de confiance touche aussi les médias traditionnels. C'est-à-dire que ce que disent les journalistes n'est pas plus crédible que ce que disent les grandes institutions. Donc où est passée la confiance? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas mal lié au digital. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'effet TripAdvisor. Vous faites confiance bien plus à ce que vous dit quelqu'un qui a le même profil social que vous sur Internet. Votre ami de Facebook qui vous dit que cette voiture est bien, que cet hôtel est pas bien, que ce restaurant est sympa, qu'il vaudrait mieux travailler avec telle ou telle personne. Là est la confiance, c'est là que réside la confiance. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet TripAdvisor, et du coup ça change tout en termes de gestion de la réputation. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que effectivement la vérité, elle est dans les réseaux sociaux, elle est dans ce que dit quelqu'un qui vous ressemble. Qui a le même âge, qui est une femme si vous êtes une femme, qui a le même profil d'éducation. Mais ça génère du pouvoir. C'est-à-dire que tout à coup, les gens peuvent se retrouver, beaucoup de gens peuvent se retrouver sur la même page Facebook et renverser un gouvernement. C'est ce qu'on a vu avec les révolutions, en particulier la révolution tunisienne. Cette page Facebook qui s'appelle Tunisia, que vous voyez là, vous voyez peut-être pas bien parce que les chiffres sont petits, mais il y a 1/3 de la population tunisienne qui a cliqué like. Et donc il y a 1 million de likes sur cette page. Ça veut dire que le propriétaire de la page, quand il dit quelque chose, il y a au moins 1 million de personnes qui ont ça sur leur mur. Ça veut dire que s'il dit rendez-vous place Tahrir dans 2 heures, c'est une communication immédiate et extrêmement puissante. Donc là, l'effet, c'est la mobilisation des foules. Ou problématique pour les entreprises qui auraient envie d'explorer le gaz de schiste, par exemple. .pdf ou confidential.pdf, et vous voyez un peu ce qui sort, c'est très rigolo. Il y a tout ce qu'on veut, des choses liées au gouvernement, des documents confidentiels d'entreprise, des choses très très étonnantes en fait. Donc c'est un bon moyen de vérifier ça. Alors du coup, tout peut se retrouver sur le net, de façon volontaire ou pas, par un employé négligent ou un employé qui veut faire du mal parce qu'il n'est pas content. Là c'est l'affaire Renault, ça a été assez caractérisé, parce que c'était au moment des espions. Où en fait il y a eu 3 personnes chez Renault qui étaient accusées d'espionnage. Donc la com a fait son boulot comme elle doit le faire, c'est-à-dire que préventivement a réfléchi qu'est-ce qui se passe, parce que ces 3 personnes accusées étaient sous beaucoup de pression, puis il s'est révélé qu'en plus c'était pas vrai, donc bon, qu'est-ce qui se passe s'ils se suicident? Et donc elle a préparé, il y a eu un PV de réunion et puis des emails échangés pour préparer la com au cas où option 1, vous voyez c'est un tout petit, mais enfin option 1, position, il se suicide, il se rate, et option 2, il y arrive. Donc il y avait 2 communiqués de presse qui étaient prêts d'avance, il n'y avait plus qu'à remplir le nom des gens. Alors, ils ont fait leur boulot. C'est ce que je fais tous les jours, j'ai envie de dire, c'est de la com de crise, c'est du préventif, c'est du travail d'éléments de langage, c'est normal. Sauf que si ça se retrouve sur le web et que le grand public, Madame Michu, voit ça, elle trouve pas ça normal du tout. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, elle trouve ça extrêmement cynique. Donc c'est sorti sur Internet, ça a été très médiatisé, et évidemment c'est tout à fait dommageable. Alors c'est un exemple parmi d'autres, il y en a beaucoup. Une autre leçon, un autre learning, un autre cas, c'est attention, on ne peut pas mentir sur Internet. C'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de la dictature de la transparence. Si vous mentez,
vous pouvez être sûr, alors si vous propagez des rumeurs qui sont des faux, il y a eu toutes les discussions sur les faux avis. Je reviens à TripAdvisor aujourd'hui, avec l'AFNOR, on travaille sur une commission qui est de normalisation en fait, des avis en ligne, et on a même ouvert une deuxième commission qui est de normalisation de la e-réputation. Vaste sujet. Mais le travail est en cours, il est important, parce qu'on ne peut pas mentir sur Internet, parce que ça vous revient en boomerang. Là, l'histoire de Suez et de la Lyonnaise des Eaux, c'était un appel d'offres. Ils ont embauché une société qui s'appelle Vaesolis pour faire un faux blog et pour dénigrer évidemment leurs concurrents sur l'appel d'offres. Il y avait même, c'est en tout petit aussi là, voilà des honoraires complémentaires en cas de succès, renoncement par Haute Paris au projet d'alimentation, voilà 45 000 €. Donc c'est un faux blog, ça s'est vu, ça s'est su. L'agence et le concurrent, c'est du pénal. Ça, il faut le savoir, et c'est là peut-être que je passe la main à Anne sur un certain nombre de réponses juridiques possibles. Alors, ce que Emmanuel vient d'expliquer sur les bouleversements entraînés par la communication digitale a eu, bien sûr, vous vous en doutez, des conséquences très importantes sur le plan juridique. Pour nous, juristes et avocats du droit de la communication, c'est plus du tout la même chose de défendre la réputation et l'image de marque d'une entreprise ou d'un dirigeant d'entreprise sur Internet. C'est plus la même chose que ça l'était sur un support imprimé. Juridiquement, pourtant, les règles applicables sont les mêmes. Dans tous les pays qui ont un droit de la communication, et ils sont nombreux, et je sais bien que je parle en Afrique, il y a des pays africains qui ont un tel droit. Le droit de la communication, il est indifférent au support le plus souvent. On ne s'occupe pas de savoir si on va parler à la télévision, si on va rédiger un article, si on va s'exprimer sur Facebook. Peu importe, le cadre juridique est le même. Et pourtant, même si tout paraît la même chose, en fait, tout est très différent pour des raisons qui tiennent au support lui-même. Hier, on avait un journal imprimé qu'on ne pouvait pas supprimer très facilement. Aujourd'hui, on poste un message, on l'enlève le lendemain. Et évidemment, la preuve de l'atteinte à l'image de marque est très difficile à rapporter. Les droits de la communication prévoient le plus souvent une prescription très courte. C'est-à-dire qu'il oblige la victime d'une diffamation, d'une contrefaçon, d'une atteinte à l'image à agir très rapidement. Très rapidement, quand le support est imprimé, c'est relativement facile parce qu'encore une fois, on a à disposition une preuve écrite, une preuve papier plutôt, facilement disponible. Lorsque tout s'efface très vite, la prescription est encore plus difficile à gérer. Et là où on a rencontré les plus grandes difficultés historiquement, c'était pour identifier les responsables. Encore une fois, lorsqu'on parle d'un journal, d'un livre, d'un film, d'une émission de télévision, le responsable, il est assez facile à trouver puisqu'on a un éditeur et un auteur. Sur Internet, on a un fournisseur d'accès, on a un hébergeur, on a un Facebook, on a un titulaire d'un profil et on a des commentaires postés d'à peu près n'importe où dans le monde sur n'importe quel support. Donc ces difficultés-là, qui ne sont pas des difficultés juridiques d'emblée, ont entraîné de très importantes problématiques juridiques nouvelles que nous commençons un peu, je dirais un peu, à débroussailler grâce à la loi lorsqu'elle existe ou à débroussailler grâce à des solutions jurisprudentielles nouvelles adaptées à un support de communication tout à fait différent des autres. Merci. Alors je continue avec les exemples de ce qui fait justement la différence avec Internet, qu'est-ce qui change. On a ce phénomène de porosité entre la vie privée et la vie publique. Vous, en tant que dirigeant d'entreprise, mais aussi tous vos employés, avez potentiellement une vie sur Internet, une vie privée sur Internet, une page Facebook sur laquelle vous mettez des commentaires, éventuellement Twitter, enfin c'est quand même en général plutôt Facebook, vous mettez des photos, des plein de choses. La prise de parole privée peut être interprétée au nom de l'entreprise.
J'ai un exemple intéressant de L'Oréal en Malaisie, c'est la directrice marketing de Lancôme qui a critiqué fortement le gouvernement sur sa page privée Facebook, sur laquelle elle dit quand même qu'elle est directrice marketing de Lancôme, comme fait tout le monde, et L'Oréal a été obligé de présenter des excuses. Là, le cas que je présente là, c'est, vous en souvenez peut-être, un employé de la société Orange qui faisait la queue pour acheter son billet de train, et qui a insulté la caissière de la SNCF en lui jetant à la figure le montant de son salaire. La scène a été filmée et là on peut parler vraiment du pouvoir de YouTube, de la diffusion de la vidéo. D'ailleurs vous avez peut-être remarqué que dans n'importe quelle chaîne de télé, en bas à droite, il y a très très souvent, si vous avez vu quelque chose, si vous avez filmé, si vous avez pris une photo, envoyez-nous ça, ils sont très très friands. Donc la viralité de la vidéo est encore plus forte que la viralité des mots. Aujourd'hui, s'il y a une vidéo, s'il y a une Photoshop, s'il y a un détournement, par exemple un détournement de logo ou quelque chose de drôle, ça va devenir bien plus viral que si c'est juste une phrase. Et par exemple, si vous avez tout un dossier de dénonciation de pratiques qui ne sont pas normales, vous pouvez être sûr que ça va avoir beaucoup moins d'effet qu'un petit dessin rigolo qui met en cause la marque et le logo. Donc cette porosité vie privée, vie publique, c'est compliqué à gérer pour vous en tant que chef d'entreprise, parce que vous pouvez difficilement interdire à vos employés de se servir de Facebook, ça ne le fait pas, mais il faut qu'ils comprennent dans quelle mesure ils parlent au nom de l'entreprise quand ils s'expriment sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un slide qui présente donc les problématiques juridiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, sur les supports traditionnels, le responsable des infractions dites de presse, en tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est le directeur de la publication. Ce directeur de la publication, c'est forcément une personne physique, c'est forcément le représentant légal de l'éditeur. Il est très facile à trouver puisque, par hypothèse, il a un siège social et il est dirigeant d'entreprise. Lorsque l'on est dans le domaine digital, qui a la qualité de directeur de la publication? Qui peut répondre à des infractions qui sont commises sur Facebook, sur Viadeo, pourquoi pas, sur LinkedIn, ou sur un blog hébergé on ne sait où. Il a fallu identifier l'équivalent du directeur de la publication et ça a donné lieu à une jurisprudence en France très abondante, qui est à ma connaissance suivie partout en Europe d'ailleurs, qui consiste à considérer que le directeur de la publication, c'est celui qui est à l'origine du contenu éditorial. C'est donc, a priori, jamais le Facebook ou LinkedIn. En revanche, Facebook et LinkedIn se sont vus reconnaître la qualité de hébergeur. L'hébergeur qui a été prévu par la loi comme étant un opérateur technique est devenu une figure juridique responsable de tous les contenus diffusés sur Internet s'il ne les a pas retirés après en avoir eu connaissance. Donc on a, et c'est le cas de la plupart des textes que j'ai pu étudier dans le monde, on a considéré que puisqu'il avait la puissance de feu, puisque sans hébergeur il n'y a pas d'Internet, il devait répondre des abus commis par l'intermédiaire de la technique qu'il offre. Donc les plateformes sont responsables des contenus qu'elles hébergent. Alors, elles l'ignorent assez souvent, mais si on leur notifie un contenu en leur disant voilà, sur telle page, à tel endroit, on a dit de ma société qu'elle était responsable de je ne sais quoi, ou auteur d'une escroquerie, ou que mon président a commis telle infraction, etc. Si ce contenu n'est pas retiré, s'il y a une contrefaçon commise sur un contenu par un contenu qui n'est pas retiré, c'est l'hébergeur qui en sera responsable. Et c'est très intéressant d'un point de vue à la fois stratégique et je dirais financier, parce que contrairement aux propriétaires de pages ou aux titulaires de profils qui sont le plus souvent sans le sou, les hébergeurs, eux, ils ont des moyens. Donc si un préjudice a été causé, ils auront les moyens de le réparer. Évidemment, assez souvent, ces hébergeurs se situent très loin et le plus souvent de l'autre côté de l'Atlantique.
Donc, ce qui est une difficulté aussi particulière de ce domaine, puisque, encore une fois, hein, lorsqu'on avait simplement notre bon journal papier, l'éditeur, il était au coin de la rue. Là, on a un responsable qui se trouve potentiellement très très loin de chez soi, avec toutes les difficultés que ça entraîne, à la fois pour le faire venir devant une juridiction qui n'est pas sa juridiction naturelle, et à la fois pour faire exécuter la décision qu'on aura obtenue contre lui. Alors, je voulais savoir un peu comment ça se passe. La responsabilité est une responsabilité solidaire ou c'est une responsabilité un peu par cascade? On commence par telle structure, je sais pas, l'éditeur, ensuite, s'il n'est pas solvable, on s'adresse à l'hébergeur. En fait. Ouais. C'est effectivement une responsabilité en cascade, c'est-à-dire que le plus souvent, la loi va désigner le responsable. Si on ne le trouve pas, on passera au responsable d'après. Et si on ne le trouve pas non plus, on passera au responsable d'après. Donc, en droit français, par exemple, on a un directeur de la publication. Si on ne le trouve pas, on aura un journaliste. Et si on ne le trouve pas, on aura un distributeur dans un kiosque. Mais si on les a tous les trois sous la main et qu'on les assigne en même temps, ils seront responsables ensemble, solidairement. Donc c'est à la fois en cascade et en groupe, si je puis dire. Et ce sont des responsabilités auxquelles on ne peut pas échapper. La plupart des responsabilités peuvent être déléguées, peuvent être renvoyées sur les épaules d'un salarié qu'on a désigné pour ça, parce que son rôle dans l'entreprise le justifie. La responsabilité liée aux abus de la liberté d'expression n'est en principe pas délégable.